Entre 40 000 et 35 000 ans en Europe, les hommes de Néandertal s'effacent au profit des hommes modernes venus de l'Est. Ces hommes modernes apportent avec eux une nouvelle technologie, celle de la lame, c'est-à-dire que les nucléus sont traités de telle sorte qu'ils produisent des éclats, on en tire donc des éclats à bord parallèle, des éclats minces allongés qu'on appelle des lames. On y trouve donc confectionnés des grattoirs, des burins, des becs perçoirs, certains types d'armatures. Et c'est donc une particularité de ce désormais paléolithique supérieur ou paléolithique récent, réalisé par les hommes modernes, dont l'un est bien connu, c'est l'homme de Cro-Magnon. Un autre chapitre de la technologie s'ouvre également, c'est que dès ces premiers débitages laminaires, apparaissent les débitages de lamelles. Les lamelles sont des toutes petites lames, elles sont parfois à peine retouchées pour être collées le long de têtes de saguet en bois de renne, combinant en cela, pour des têtes de projectiles, la robustesse du bois de renne, qui est pratiquement incassable, et ces petits tranchants de silex qui dépassent latéralement et qui sont capables d'infliger des blessures très hémorragiques aux animaux de façon à les récupérer beaucoup plus vite une fois qu'on les a touchés. Voici quelques outils pour les examiner de plus près, du paléolithique récent ou paléolithique supérieur, qui viennent des grands gisements de la Dordogne, en particulier de la vallée de la Vézère. Voilà, donc le grattoir est vraiment l'un des outils les plus fréquents, avec son front semi-circulaire, plus ou moins large. La lame retouchée ensuite. Ici, on voit une délicate retouche rasante qui a sans doute répétitivement ravivé ce bord. On a ici une belle retouche continue sur un bord. Le burin maintenant, c'est un outil très commun au paléolithique supérieur. Le burin en fait est composé de deux parties actives, un biseau ici, et puis le pan du burin. C'est l'enlèvement du bord de la lame, et il manque à peu près cet espace ici, qu'on appelle chute, qui a été enlevé par un petit coup au sommet, qui détermine cet angle ici proche de 90 degrés, qui est très efficace pour racler de cette façon-là. Et puis encore une troisième famille d'outils, les becs et perçoirs. Ici un perçoir, formé donc par convergence de retouches. L'autre extrémité est un burin-bec, bec d'un côté, burin de l'autre côté. Et puis à certaines périodes, notamment au Gravétien, des pointes de la gravette, ici malheureusement celle-ci est cassée. L'idée est de retoucher tout du long un bord, par retouche abrupte, de façon à former un dos. Vers l'extrémité, le dos rejoint la pointe et détermine donc une pointe effilée. La base également peut être aménagée pour l'emmanchement. Et puis ces lamelles à dos. Nous avons déjà signalé cette innovation capitale au paléolithique supérieur, qui s'est déclinée pratiquement à toutes les périodes, de toutes petites lames qu'on appelle lamelles, dont un bord est aligné par retouche abrupte, et qui sont fixées par collage, probablement, avec des résines, le long de têtes de saguet en bois de cervidé, essentiellement. Après ces outils assez généraux au cours du paléolithique supérieur, nous allons voir les outils spécifiques du Solutréen. Pendant environ 2 millénaires, entre 22 000 et 20 000, une innovation se répand en France et dans la péninsule ibérique avec les fameuses feuilles de laurier. Ces feuilles de laurier sont des pièces bifaciales, donc façonnées comme des bifaces, mais ici amincies jusqu'à l'extrême et de dimensions très variables. Les plus petites sont probablement des pointes de projectiles, les pièces de dimension moyenne sont des couteaux de chasse, et les très grandes, comme cette pièce exceptionnelle de Volgu,
où il en fut trouvé 16 collées les unes contre les autres, ces très grandes probablement ne furent pas utilisées. Elles sont trop fragiles pour être utilisées. Il s'agit plus probablement de chefs-d'œuvre, on pourrait dire. Ces feuilles de laurier, on l'a vu, existent sous différentes dimensions, de toutes petites, des moyennes, et puis des plus grandes, voire très grandes. Ces plus petites, probables pointes de projectiles. Et puis, au solutréen récent, ou solutréen supérieur, c'est l'abondance des pointes à cran. Alors on appelle cran cette échancrure ici, donc qui correspond à un mode d'emmanchement asymétrique. Quelques-unes ici sont entières, et puis d'autres sont cassées à la pointe ou du côté de leur pédoncule. Ce sont des outils très caractéristiques et un simple grand fragment comme celui-ci peut être identifié comme tel, pointe à cran solutréenne, et donc daté d'autour de 20-21 000 avant Jésus-Christ, en année calendaire. Et puis, un peu curieusement, ces outils particuliers semblent disparaître assez rapidement, et on ne retrouve plus ensuite que les outils classiques, grattoirs, burins, qui eux persistent. Ce qu'on appelle l'outillage plus domestique ou l'outillage de fond commun. La période suivante correspond en fait au premier grand réchauffement en fin de cette période glaciaire, aux prémices de l'Holocène, avec la période dite asilienne. On constate une simplification importante, progressive mais importante de l'outillage. L'industrie osseuse disparaît quasiment. Le débitage laminaire se réduit petit à petit au profit d'une famille de pointes de projectiles, les pointes asiliennes, qui sont assez simples. On en a un bel exemple ici, sous sa forme bipointe. Elles correspondent probablement au développement de l'arc et de nouvelles techniques de chasse plus individuelles. Nous avons disposé ces quelques pièces pour rappeler les deux grands processus, l'un après l'autre, qui marquent la fin du paléolithique supérieur, du paléolithique récent. Le premier processus est un processus de simplification, en quelque sorte. Les lamelles à dos disparaissent, le débitage de lame se rapetisse et se réduit bientôt à un simple débitage d'éclat. Et les outils eux-mêmes se simplifient et commencent même à se réduire en dimension. On a là le nouveau type de pointe de projectile, assez simple, c'est une petite lame appointée avec un dos un peu courbe ou plutôt rectiligne ici, ça c'est presque un bipointe. Et puis donc voilà ces petits grattoirs. Et ceci se fait au détriment donc des beaux débitages laminaires du paléolithique supérieur, au détriment également des lamelles à dos qui disparaissent. Voilà, ceci devient le type de pointe universelle, pointe de projectile, probablement pointe de flèche. Mais également, on pense que de tels objets ont pu servir de pointe de couteau. Cette période de simplification est déjà un peu microlithisation et est suivie d'une période de microlithisation encore plus accentuée et d'une certaine manière encore plus géométrique. On les appelle justement des microlithes géométriques. Ici, des trapèzes asymétriques avec, hasard du sachet, 5 avec pointe à gauche et 2 avec pointe à droite. Ici, nous sommes dans l'Aisne, à Montbany. Ceux-ci sont des éléments, on pourrait dire, totalement standardisés, des éléments d'armature qui étaient fixés, collés sur des baguettes pour en faire des couteaux ou sur des pointes pour en faire des pointes de projectiles ou des pointes de flèches. Donc ces microlithes géométriques sont typiques du Mésolithique, en particulier du Mésolithique récent, peu de temps avant le phénomène de la néolithisation en Europe.